Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le chef du gouvernement préside la délégation du Maroc à l'Assemblée générale de l'ONU. Le Maroc présente à cette grande messe l'ambitieux projet de réforme de l'éducation. À Dakhla, la deuxième journée du Forum des investisseurs est marquée par de multiples rencontres B2B et des panels de prospection des opportunités d'investissement qu'offre la région de Dakhla Oued Dahab. Enfin, nous braquerons les projecteurs sur un patrimoine juif de l'anti-Atlas, le Mlah d'Oufren, le plus ancien des quartiers juifs du sud du pays, un témoin silencieux de l'ancrage profond au Maroc des nobles valeurs universelles de coexistence et de tolérance. Bonsoir à tous. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, les Forces armées royales organisent depuis le 12 courant et jusqu'au 23 de ce mois septembre à l'unité de secours et de sauvetage du génie militaire et la 3e base aérienne des Forces aériennes royales à Knetra l'exercice maroco-américain de gestion des catastrophes Maroc-Mantlet 2022. Un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales précise que le programme de cette activité inclut des séminaires et formations au profit des cadres et des modules d'intervention ainsi que des entraînements sur le terrain. Des visites autorités militaires américaines et marocaines sont également prévues aux différents sites et ateliers d'entraînement. En marge de cet exercice, le général de corps d'armée, inspecteur général des Forces armées royales et commandant de la zone sud, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major général des Forces armées royales le général de division Michael Turley, commandant la garde nationale de l'État de l'Utah, en visite officielle au royaume à la tête d'une délégation militaire. À New York, le Maroc participe au sommet sur la transformation de l'éducation qui s'est ouvert hier au siège des Nations Unies. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch y a présenté le projet de réforme du secteur de l'éducation qui sera mis en œuvre ainsi que les priorités du royaume dans ce domaine. Aziz Akhnouch préside la délégation du Maroc à l'Assemblée générale de l'ONU sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Abdelmjid Hilaoui, Fouad El Harach et Nisri El Hamdaoui. La réunion du sommet de l'ONU sur la transformation de l'éducation, une grande messe qui interpelle sur l'importance de garantir à chacun un droit égal vers une éducation de qualité. Tout un chantier qui requiert une véritable volonté politique et un engagement sans faille des acteurs concernés. Le Maroc a fait le choix d'engager une réforme de l'éducation tous azimuts. Ces fondements ont été exposés par le chef du gouvernement lors de cette réunion onusienne d'envergure. بفضل التوجيهات الملكية السامية أحرز المغرب تقدما كبيرا في مسار Grâce aux hautes orientations royales, le Maroc a réalisé un grand progrès dans le processus de réforme et d'amélioration du système éducatif dans la perspective d'opérer une véritable renaissance éducative en droite ligne des ambitions de l'agenda de l'ONU 2030 pour le développement durable et des objectifs stratégiques du nouveau modèle de développement. Dans ce sens, le Maroc a mis au point une feuille de route de la réforme du système éducatif 2022-2026 sur la base de larges consultations nationales et conformément à une méthodologie participative favorisant la contribution de toutes les parties concernées par la transformation de l'éducation, notamment les enseignants, les élèves et leurs familles. La feuille de route qui viendra réinventer le système éducatif marocain permettra à l'étudiant d'acquérir les compétences de base. Elle améliorera aussi le rendement de l'enseignant et rehaussera le niveau de l'école par la création. Aujourd'hui, le monde ne jure que par une éducation de qualité. C'est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. L'école étant le socle du développement durable des pays. L'heure est à l'investissement dans cette institution sociale. Le financement de l'éducation doit être la priorité numéro 1 des gouvernements.
C'est le meilleur investissement qu'un pays puisse faire dans sa population et son avenir. Et la communauté internationale a un rôle crucial à jouer. C'est l'occasion pour nous de reconnaître le pouvoir extraordinaire de l'éducation. Un pouvoir pourtant sous-évalué et sous-financé. L'éducation qui, à chaque fois que l'on a misé sur elle, sur les enseignants, sur les écoles, a changé le destin d'individus, de nations, de générations entières. À l'échelle mondiale, seulement un tiers des enfants de 10 ans sont capables de lire et de comprendre un texte simple. C'est ce qu'indique le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Beaucoup de chemin reste donc à faire pour garantir une école de qualité pour les jeunes de tous bords. Toujours à New York, les travaux du débat de haut niveau de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies se sont ouverts avec la participation des chefs d'État, de gouvernement et de délégation des 193 États membres de l'ONU, dont le Maroc. Sous le thème un tournant décisif, les solutions transformatrices à des défis interconnectés, cette grand-messe onusienne prévoit une série de réunions pour discuter des questions qui tiennent en haleine la communauté internationale, notamment les crises alimentaires et énergétiques, l'urgence climatique et les efforts pour impulser une nouvelle dynamique à la réalisation des objectifs du développement durable d'ici 2030. Nous vous en parlions hier déjà, une délégation d'hommes d'affaires étrangers est en visite de prospection d'opportunités d'investissement à Dakhla. Après une séance plénière de travail, place à cette journée à une série de réunions B2B. Les panels portent notamment sur le commerce et l'industrie, le tourisme, la logistique et les énergies renouvelables. Bekar Dlimi, Mohamed Diddas et Nisrine Aouzdar. Plus de 75 opérateurs étrangers prennent part à cet événement. Après les séances des exposés sur les secteurs productifs, il est temps de démarrer les rencontres B2B, une manière de se rapprocher de la concrétisation d'importants projets. Des rencontres B2B pour pouvoir répondre à plusieurs questions de ces investisseurs-là qui ont, que ce soit dans le champ financier, que ce soit dans le champ d'agriculture ou bien dans le champ maritime, pour pouvoir préparer un terrain d'entente et un terrain de business et d'investissement pour ces gens-là, pour qu'ils puissent investir et qu'on essaie main dans la main de créer le développement économique de la région et du Maroc. Et la voie est désormais ouverte pour investir dans la région Dakhla Ouad Dahab, avec une série de mesures incitatives. Il faut dire que la région ne séduit pas que les investisseurs du continent voisin. Certains sont venus de très loin avec des projets plein la tête. C'est le cas de cet homme d'affaires venu tout droit du Mexique. Hemos venido a participar en este negocio porque estratégicamente Dakhla está muy posicionado. La région jouit d'une position géographique stratégique très avantageuse pour des bailleurs de fonds étrangers comme nous. D'autant plus que les réformes qui ont été effectuées ici ne cessent de la propulser pour en faire un vrai hub attractif, propice au lancement de projets qui ont toutes leurs chances de réussir. Redituable para ambos países y en esta región sobre todo explotar las oportunidades que tiene. Y la verdad la importancia de esto es fundamental porque aquí la région regorge de potentialités, mais ça, nous le savions déjà. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le constater de visu, pour en parler davantage avec les responsables marocains, pour tisser des liens et surtout pour donner un coup d'accélérateur à notre volonté d'investir dans cette région très prometteuse. Ces rencontres B2B ont été très constructives. L'événement Dakhla Connect porte bien son nom. Il nous a aidés à atteindre les objectifs assignés, voire plus. D'une part, ça rassemble les hommes d'affaires d'ici avec leurs homologues d'ailleurs, et d'autre part, ça crée des liens entre les chefs d'entreprise et les consommateurs potentiels. Je suis agréablement surpris par la dynamique qui anime les affaires ici. Tous secteurs confondus, agriculture, industrie, sport et j'en passe. La région dispose de l'un des meilleurs potentiels solaires du continent africain et d'un gisement éolien exceptionnel, ce qui en fait un choix parfait pour les opérateurs économiques étrangers. Pour ces derniers, investir aujourd'hui à Dakhla, c'est garantir une opportunité en or pour un business réussi.
L'un des principaux acteurs de ce forum des investisseurs internationaux, c'est le Centre régional d'investissement Dakhla Ouad Dahab, dont une directrice de pôle nous rejoint en direct. Madame Houda Boutoulout, bonsoir. Vous êtes directrice du pôle Impulsion et offre économique et territoriale. Il y a eu des rencontres B2B. Des conventions signées, mais qu'en est-il des projets d'investissement ou des promesses de projets faites grâce à ce forum à Dakhla? Oui, bonsoir. Le Centre régional d'investissement de Dakhla Ouad Dahab a été ravi d'organiser en collaboration avec le Conseil régional de Dakhla Ouad Dahab le Forum des investisseurs internationaux. Effectivement, nous avons eu le plaisir d'organiser des différentes rencontres B2B entre des différents investisseurs venus des 4 continents, surtout une forte communauté de l'Amérique latine qui est principalement intéressée par explorer et investir dans les futurs mois à venir dans le secteur de l'agriculture et explorer les différentes techniques technologiques en vogue pour une optimisation d'agriculture résiliente au niveau de la région. D'autres investisseurs venus des Émirats arabes unis, des pays du Golfe, étaient particulièrement sensibles au potentiel qu'offre la filière cameline au niveau de la région et par rapport au secteur de la finance internationale et autres filières de la finance. Nous étions également très honorés de pouvoir mettre en contact différents acteurs du secteur de l'économie maritime avec ces différentes filières, mettre en contact des pays de l'Afrique de l'Ouest avec nos homologues du continent sud-américain, de l'Amérique latine, qui étaient intéressés et ont exprimé un fort engouement pour contractualiser des conventions d'investissement et des partenariats, que ce soit avec des parties publiques ou des parties privées par rapport au secteur de la pêche maritime et des énergies renouvelables. Il y a eu également une forte participation de la communauté des hommes d'affaires américains qui sont intéressés par le secteur des énergies renouvelables, en l'occurrence le secteur de la filière de l'éolienne et surtout la production de l'hydrogène vert. Madame Houda, nous parlons beaucoup ces derniers mois de hub économique régional. Concrètement, comment se construit ce hub et quelle est l'étendue de la région continentale concernée ? Alors, par rapport au positionnement de Dakhla et effectivement au hub positionné Dakhla comme un hub économique régional, c'est renouer tout simplement Dakhla avec sa profondeur africaine qui s'est traduite par plusieurs actions que le Centre régional d'investissement de Dakhla Ouad Dahab a essayé de contractualiser via des partenariats avec les États de la CENSAD et les différents États de la communauté du CEDEAO pour renforcer un partenariat sud-sud gagnant-gagnant dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la pêche maritime, en termes aussi de renforcement des capacités des acteurs régionaux et des acteurs de l'Afrique subsaharienne, avec d'autres partenaires de l'Amérique latine également dans la partie formation, recherche et développement au niveau des cultures agricoles résilientes. Donc il y a ce volet. Il y a eu également renforcer le positionnement de Dakhla en tant que hub africain par rapport grâce à son positionnement géostratégique, par rapport aussi à la technologie et tout ce qui est positionnement digital, et en faire un hub digital, et ce en phase avec le positionnement national escanté par Sa Majesté, que Dieu le glorifie, de positionner le Maroc en tant que Digital Nation. Donc il y a eu plein de discussions avec des accélérateurs et des incubateurs dans ce sens-là. Madame Houda Boutoulout, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directrice du pôle Impulsion économique et offre territoriale.
Hisser les relations économiques maroco-mauritaniennes à un niveau plus fort, c'est l'ambition affichée de la deuxième édition du Forum économique Maroc-Mauritanie. Une édition organisée à Casablanca par la Confédération générale des entreprises du Maroc et l'Union nationale du patronat mauritanien. La ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftahi, a affirmé que grâce à la vision et aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani, les relations ont connu ces 2 dernières années un nouvel élan visant à développer les liens des 2 pays. Pour le président de la CGEM, les entreprises marocaines sont prêtes à mettre à profit leur expérience dans les énergies renouvelables en faveur de la Mauritanie pour construire en partenariat avec les acteurs locaux des unités solaires et éoliennes. Ouverture à Knetra d'un séminaire international sur les normes et pratiques de prévention de la torture. Organisé par le Conseil national des droits de l'homme et la Direction générale de la Sûreté nationale, cette journée d'études était axée sur la mise en œuvre des mesures pratiques pour prévenir la torture, les traitements cruels et inhumains et dégradants. Ils sont 30 commissaires de police et autant d'inspecteurs guinéens à prendre part à ce séminaire international. Thème central, la prévention de la torture et le respect des droits humains dans l'exercice de la fonction policière. La formation a particulièrement porté sur les mesures pratiques pour prévenir la torture et les traitements cruels, ou encore inhumains, ou alors dégradants. J'avoue que c'est un projet qui est à encourager et qui est vraiment à saluer et une initiative à saluer. Et j'avoue vraiment que le jour où je serai dans mon pays, je n'arrêterai pas d'en parler à notre autorité de la sécurité afin de privilégier beaucoup plus le dialogue. DGSN et CNDH conjuguent leurs efforts pour une meilleure formation aux droits humains, d'une véritable police citoyenne. Une grande importance est accordée au renforcement des droits et des libertés dans la pratique policière, en particulier lors des investigations judiciaires. Au terme de cette journée d'études, nous allons émettre des recommandations qui vont représenter un cadre de référence de notre partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme et les différentes institutions internationales. Le Maroc est engagé dans la protection des droits de l'homme et notre pays a signé plusieurs conventions internationales dans ce sens. La constitution marocaine le stipule. En plus des garanties légales, cette journée d'études a mis l'accent sur les mécanismes et les mesures de prévention de la torture et les autres peines, et les traitements cruels aussi, inhumains ou alors dégradants, lors des procédures relatives à l'interpellation et au placement en garde à vue. Premier galop d'entraînement des Lions de l'Atlas avant d'affronter le Chili et le Paraguay. La sélection marocaine de football a effectué hier sa première séance d'entraînement en prévision des 2 rencontres amicales face au Chili dans 3 jours à Barcelone et au Paraguay 4 jours plus tard à Séville. Une séance dédiée à la prise de contact entre les joueurs et les cadres techniques fraîchement désignés parmi le staff de la sélection nationale. Le nouveau coach Walid Regragui avait dévoilé la semaine dernière la liste des joueurs retenus pour les 2 rencontres amicales prévues. Une liste marquée notamment par le retour de Hakim Ziyech et Younes Belhinda et l'arrivée de Abdessamad Zelzouli prêté par le FC Barcelone à Osasuna. Nous vous en parlions hier, avant-hier, dimanche. La Marocaine Inès Lklalch a remporté la 32e édition du Lacoste Ladies Open en France. À 24 ans seulement, elle devient ainsi la toute première gagnante marocaine et arabe et nord-africaine du Ladies European Tour. La championne marocaine a regagné le royaume cet après-midi. Écoutons ses impressions. Je viens de gagner le Lacoste Ladies Open de France à Deauville. Alhamdoulilah, je suis très fière de cette victoire et fière pour tout le peuple marocain et le golf marocain. C'est un grand boost forcément en confiance. C'est ma première année en tant que professionnelle et je remporte ma première victoire dès ma première année. Donc ça me motive pour les prochaines étapes. Donc, non, alhamdoulilah, je suis ravie de cette victoire et j'espère que ça va m'aider à aller encore plus vite.
À quelques 200 km d'Agadir, niché dans la commune d'Ifran Atlasrir, le Mlah d'Afroun, un espace de mémoire et de patrimoine que beaucoup de nos compatriotes juifs du monde visitent chaque année. Un passage obligatoire car c'est le plus ancien quartier juif du sud du royaume. Hafid Mhdar, Jamal Khsassi et Maria Aoued. Vieux de 2000 ans, avec sa nécropole, sa synagogue et son cimetière. Le Mela d'Oufran est le plus vieux bastion du judaïsme au Maroc. Témoin silencieux de la coexistence interreligieuse, on y vient de loin pour le visiter, comme un pèlerinage nécessaire, mais surtout identitaire. C'est la première fois au Maroc, peu de temps après avoir découvert que j'avais des origines amazighs. Et donc pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir promouvoir ce patrimoine. On voudrait aujourd'hui et les autres fois relancer la Iloula, faire venir des Juifs, Inch'Allah, du monde entier qui descendent d'Ifran. Il y en a qui sont en Israël, il y en a qui sont un petit peu au Maroc, il y en a beaucoup qui sont aussi en France et au Canada et aux États-Unis. Le Mela d'Oufran souffre des usures du temps et pour préserver sa mémoire et soutenir ses pierres, la société civile s'organise pour rénover ce vestige civilisationnel. Nous avons à cœur de restaurer le Mela, mais aussi les monuments historiques, afin de faire revivre la mémoire collective. Ce travail de restauration se fait conjointement avec le président de la communauté juive d'Agadir, mais aussi avec le président de la communauté juive du Maroc. À travers ce projet, nous espérons que la communauté juive pourra y célébrer ses festivités. Réhabiliter et restaurer le Mela d'Oufran, c'est avant tout préserver un héritage commun, celui d'une identité culturelle collective et interreligieuse. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.